tout le monde a probablement entendu parler du pacte Dutreil, ça fait la une de l'actualité ces derniers jours. Le pacte Dutreil, c'est un mécanisme qui permet de transmettre des entreprises familiales avec le bénéfice d'un abattement de 75% d'assiette. Sans compter la possibilité en plus de bénéficier d'abattements pour une transmission de la nue propriété par exemple. Et donc souvent, il faut attendre la fin du remboursement de la dette bancaire avant de transmettre son immobilier. Ce qui a un effet évidemment assez dramatique, parce que quand on attend la fin du remboursement de la dette bancaire et sur des prêts à long terme, on se retrouve avec un immobilier qui a pris de la valeur. Puis ensuite, le donateur, lui aussi, il a pris de l'âge, puisqu'il a attendu 20 ans. Donc, un immobilier, ça fait 20 ans qu'il prend de la valeur. Et ça fait 20 ans que le donateur putatif prend de l'âge. Et donc, on se retrouve avec un immobilier cher, un abattement pour donation de la nue propriété faible, et puis aucune déduction de passif. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire axé sur la fiscalité. Je suis Louise Ribourg, Head of Client Portfolio Management chez Ramify, et je suis ravie ce soir d'accueillir Maître Message. Bonjour Louise. Bonjour, avocat fiscaliste chez FTPA Avocat. Pour rappel, chez Ramify, nous sommes une alternative digitale à la banque privée et nous accompagnons nos clients sur leurs enjeux patrimoniaux qui incluent aussi des enjeux fiscaux. Avant toute chose et avant de rentrer dans le vif du sujet, Maître Message, je te laisse te présenter et présenter FTPA Avocat. Merci Louise pour ton accueil. Merci à Ramify pour son accueil. Je suis ravi d'être là ce soir. Et effectivement, Louise, on a un thème un peu chargé, un peu sensible aussi sur le plan de l'actualité juridique, puisque tout le monde aura noté les évolutions potentielles, putatives, pourraient dire certains, de la loi fiscale en cours en ce moment. Ça concerne la succession et les transmissions. Et donc, avant d'entrer dans ce sujet touffu, je propose de dire deux mots du cabinet FTPA et de moi-même. Voici donc un cabinet qui compte à peu près 80 avocats, une trentaine d'associés, 40 collaborateurs. Nous sommes un cabinet basé à Paris, mais très international, avec un réseau d'une centaine de correspondants à l'étranger. On parle 14 langues au cabinet. On est présent dans 16 branches du droit qui sont affichées sur cet écran, dont le droit fiscal, dont on va parler tout à l'heure. Et droit fiscal qui est la pratique que j'essaye d'animer au sein du cabinet avec une dizaine de collaborateurs dans cette pratique, collaborateurs dont 3 associés, 7 collaborateurs. Et vous avez un petit slide ici de présentation de nos classements du cabinet et du département fiscal, notamment dans les guides de classement des cabinets d'avocats, Legal 500, Le Point et autres joyeusetés. Plutôt bien classé. C'est gentil, on essaye de faire le travail le plus précis possible et bien sûr dans l'intérêt abouti de nos clients. Ça, c'est un slide de présentation de mon parcours, mais que vous avez facilement sur Internet. Donc, Louise, si tu es d'accord, on peut commencer la présentation. Parfait. Juste pour faire un rappel rapide, du coup, cette présentation va durer environ 40 minutes. N'hésitez pas à poser des questions. On va s'efforcer d'y répondre tout au long de la présentation, mais surtout, on va réserver un temps à la fin pour répondre spécifiquement à vos questions. Donc, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Eh bien, merci Louise. Donc, le thème, je le rappelle, c'est transmission et succession. Transmission et succession, c'est un thème qui est passionnant. Je dirais que le titre de ce webinaire aurait pu être mieux choisi. Louise, on aurait pu dire donation et succession, ou on aurait pu dire transmission à titre gratuit. C'est vrai que transmission et succession, c'est un peu redondant pour le mot transmission, puisqu'une succession est une transmission. Une transmission, c'est plus qu'une succession. Il y a dans transmission, quand on l'entend dans ce type de typologie, on parle bien sûr de transmission à titre gratuit, donc ça intègre les donations, ça intègre les successions, ça peut aussi intégrer les transmissions à cause de mort par voie de débouclage de contrat d'assurance vie, tout simplement. Donc on va parler de tout ça, on va parler
parler de succession, de donation, un petit peu d'assurance vie. On va aller très vite parce que c'est un thème qu'on avait évoqué la dernière fois, Louise, dans un webinaire précédent. Bon, tout le monde, je crois, sait ce qu'est une succession, malheureusement. On a tous été confrontés à ça dans nos familles. Elle s'ouvre par la mort d'une personne. Et les donations, c'est une transmission entre vifs. C'est-à-dire que c'est une transmission qui se fait du vivant des personnes au profit d'un autre vivant, hein, qui doit l'accepter. Donc il y a une mutation de propriété entre deux personnes vives et qui se matérialise par l'acceptation du donataire. Alors, ces donations sont souvent plébiscitées parce qu'elles permettent des optimisations fiscales et patrimoniales qui sont souvent bien supérieures aux successions. On le voit sur ce slide. C'est vrai qu'en matière de donation, on peut décider de transmettre la nue propriété, l'usufruit ou la pleine propriété. En général, on fait des transmissions de nue propriété pour bénéficier d'un abattement qui est visé par le barème de l'article 669. On peut, par autre optimisation, faire supporter les droits de donation, quand il y en a, par le donateur. Ça vient donc appauvrir le donateur et cet appauvrissement n'est pas taxable puisque c'est une prise en charge des droits pour le compte du donataire, c'est-à-dire le bénéficiaire de la donation, sans que cette prise en charge soit une donation indirecte. Donc sur la foi d'une doctrine administrative qui est citée ici. Et puis, évidemment, l'avantage quand on fait une donation, c'est que on l'a fait, disons, bien sûr, avant son décès, sinon on ne ferait pas une donation. Et si on fait une donation avant son décès, on transmet un actif qui a une valeur qui est plus faible potentiellement que celle qu'elle aura au décès dans un contexte d'inflation généralisée de la valeur des actifs. Hein. Et si on considère que toute la valeur des actifs augmente, eh bien autant le donner le plus tôt possible, puisque évidemment à cette date-là, eh bien, il a une valeur plus faible possible et donc une assiette la plus faible possible. Dernier avantage des donations, on verra tout ça aussi plus en détail, c'est que on bénéficie d'un abattement 200 000 euros par parent, par enfant, quand on fait une donation. Et on bénéficie d'un barème progressif avec les premiers taux qui sont, disons, le premier taux matériel est de 20%, si j'oublie de parler, et je le fais volontiers, du taux de 5, 10 et 15, qui sont vraiment très mineurs, sur des assiettes très mineures, mais cet abattement de 100 000 euros et ce barème progressif, eh ben, il se reconstitue tous les 15 ans. C'est-à-dire que tous les 15 ans, on repart à zéro sur l'abattement et sur le barème. Évidemment, c'est un avantage considérable parce que quand on est jeune, eh ben, on peut plusieurs fois reconstituer ce délai de 15 ans, alors que quand on décède, bien sûr, bon, bah, c'est la dernière fois. Voilà. Donc voilà un petit peu avant de rentrer dans le détail des sujets, ce que l'on pouvait dire de donation et succession. J'ai fait un petit tableau que tout le monde peut lire. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur l'assiette des biens transmis, qui est en général la valeur vénale. On appelle ça la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur réelle des actifs transmis, sous déduction des passifs quand ils grèvent une succession, pas quand ils grèvent une donation, sauf s'ils sont au passif d'une société, on y viendra. Il y a des règles d'évaluation particulières pour certains meubles ou certains immeubles et il y a des abattements particuliers selon que le donataire ou l'héritier légataire est en ligne directe ou est un collatéral, un ascendant, un descendant, un époux ou une épouse, s'il est handicapé, pas handicapé, voilà. Bon, il y a plein de sous-abattements. L'abattement le plus généralement utilisé, bien sûr, c'est l'abattement qui s'applique en ligne directe. Oui. Un parent donne à un de ses enfants ou à ses enfants cet abattement, il est de 100 000 euros et il se reconstitue tous les 15 ans. Voilà. Il y a aussi des abattements souvent utilisés qui sont les abattements entre époux, et l'abattement entre époux est de l'ordre de 80 000 ou 81 000 euros. Voilà. Alors, on a 5 thèmes. Oui. Et on n'a plus que 40 minutes, même pas, Louise. Donc on ne va pas étudier probablement tous ces thèmes en détail. On pourra étudier l'entreprise, la transmission de l'entreprise et de l'immobilier.
Je voudrais quand même dire un mot de la holding à l'impôt sur les sociétés, car c'est un outil extrêmement puissant, mais c'est aussi un outil qui est sous les feux de la rampe de nos députés et du gouvernement. Et donc, je voudrais en dire un mot avant que les gens ne plongent sur ce mécanisme et qu'ils s'y perdent. Voilà. Parfait. En effet, c'est vrai qu'on est dans un contexte politique où il y a un certain nombre d'incertitudes. Donc, si on peut, à travers la présentation, essayer de ramener ces sujets au contexte politique actuel et d'essayer d'analyser l'impact potentiel des différentes décisions qui seront potentiellement prises. Parfait, absolument, c'est aussi ma perspective. Alors, bon, le barème, le barème des droits de donation n'est pas censé être modifié par le projet de loi de finances pour 2026, enfin, à part comment dire, la prise en compte de l'inflation dans la fraction des parts soumises au taux. Donc vous avez le barème sous les yeux, en ligne directe, le taux va de 5 à 45. Entre frères et sœurs, il est principalement de 45, il y a un petit taux de 35% sur une fraction de 24 000 euros. Et puis, jusqu'au 4e degré, en ligne collatérale, il est de 55%, 60% quand on fait une donation à un tiers ou à une personne collatérale au-delà du 4e degré. L'avantage de la donation, de la donation et de la succession, c'est l'avantage d'une transmission, c'est principalement la purge de la plus-value. Quand un bien est transmis à une personne à cause de mort ou entre vifs, la personne qui le reçoit, l'héritier, donataire ou légataire, reçoit cet actif immobilier ou mobilier dans son patrimoine à la valeur à laquelle le bien a été transmis. Et quand il le revend, même l'instant de raison d'après, eh bien, il ne fait pas de plus-value. Même s'il y avait une grosse plus-value latente dans le chef de celui qui l'a transmis, il n'y a pas de plus-value taxable en vertu d'un texte du Code général des impôts. Ça ne s'applique pas pour tous les actifs, ça s'applique pour presque tous les actifs. Et ça ne s'applique pas notamment pour certains instruments qui font partie des packages, qu'on appelle ça des packages dévolus aux managers, type actions gratuites ou stock options, qui ont une composante qui a une nature salariale et qui ne bénéficie pas donc de la purge des plus-values de droit commun. D'accord. Je voudrais passer rapidement sur le pacte Dutreil. Tout le monde a probablement entendu parler du pacte Dutreil, ça fait la une de l'actualité ces derniers jours. Le pacte Dutreil, c'est un mécanisme qui permet de transmettre des entreprises familiales avec le bénéfice d'un abattement de 75% d'assiette. Sans compter la possibilité, en plus de cet abattement de 75% d'assiette, de bénéficier d'abattements pour une transmission de la nue propriété, par exemple, ce qui, évidemment, aboutit à une assiette qui peut être très faible. Si, par exemple, vous avez un abattement parce que vous transmettez la nue propriété de 50%, vous réservant l'usufruit, vous êtes taxé sur 50% de 25%, c'est-à-dire 12,5%. Et si vous transmettez en ligne directe, vous avez peut-être des taux qui sont assez faibles. Donc, vous pouvez vous retrouver à transmettre des valeurs très élevées d'entreprise à des taux très faibles. C'est ça le bénéfice du pacte Dutreil, avec beaucoup de contraintes malgré tout, puisqu'il faut conserver l'entreprise un certain temps. Ouais. Et le législateur prévoit de prolonger la durée de conservation de l'entreprise de 6 à 8 ans à compter de la signature de ce pacte Dutreil. C'est tellement complexe, Louise, que je ne voudrais pas rentrer dans le détail. Il y a un petit schéma ici qui est sur le slide qui définit les délais selon que c'est un engagement individuel ou un engagement collectif de conservation, selon qu'on parle de la direction par l'un des signataires de l'engagement collectif ou pas. Voilà, donc il y a beaucoup de complexité dans ce type de pacte, mais je pense qu'il est suffisant pour vos auditeurs à ce stade de savoir que ça existe et qu'on peut bénéficier davantage quand on transmet des entreprises qui ont donc une activité économique. Je ne parle pas de holding, je parle vraiment d'entreprises qui ont une activité artisanale, libérale, commerciale, industrielle, agricole. Hein. Alors voilà un montage du trail classique, je vous propose de le passer. Louise, peut-être
qu'on pourra mettre à disposition les slides qu'on présente. Tout à fait. Donc, les slides seront mis à disposition. Et puis surtout, évidemment, si certaines de ces problématiques vous concernent plus particulièrement, n'hésitez pas à poser une question, mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller Ramify qui ensuite vous accompagnera sur ces sujets et avec Maître Message, nous pourrons répondre à toutes vos interrogations sur les différents montages, le pacte du trail, les réformes proposées et quel est l'impact potentiel pour vous. Parfait. Alors, je vous propose de poursuivre. Alors là, j'ai un slide sur l'actualité du pacte du trail, mais chacun peut connaître cette actualité en simplement s'informant. L'actualité consiste simplement à dire que c'est un dispositif tellement favorable que le législateur s'en empare pour essayer de le rendre moins favorable. Allongement du délai d'engagement individuel de conservation de 4 à 6, ce qui fait donc 8 ans d'engagement, puisqu'il faut rajouter les 2 ans d'engagement collectif, ce que oublie de dire Charles de Courson, mais ça fait donc 8 ans. Obligation d'avoir un donataire qui est âgé entre 18 et 60 ans, et donc pour donner un effet réel à l'obligation de conservation et à la reprise de l'entreprise par un enfant, le législateur va nous dire il faut qu'il soit majeur. Au moins l'un d'entre eux soit majeur. Et puis sur le champ d'application du pacte du trail, une façon de le réduire, c'est de dire on va soumettre au pacte du trail les entreprises, certes, mais les entreprises qui ont dans leur actif, à leur bilan, des actifs affectés à l'exploitation économique, et donc pas tous les actifs qui excèdent l'activité économique, la nécessité de leur disposition pour l'activité économique, comme par exemple le cash excédentaire dans les bilans, de l'immobilier qui n'est pas nécessairement affecté à une exploitation économique. Et donc, c'est une façon de réduire le champ d'application de l'abattement de 75%. Voilà un petit peu les actualités du pacte du trail. Alors, je vous propose de passer, Louise, à la transmission de l'immobilier. Transmission de l'immobilier, il faut distinguer selon que l'immeuble que le donateur ou le défunt possède est détenu en direct ou via une société. Évidemment, ça change beaucoup de choses parce que évidemment, s'il est détenu en direct, un des éléments, c'est que si cet actif immobilier est endetté, il est fort probable que le banquier n'accepte pas cette donation au profit d'un tiers, même un descendant en ligne directe, puisque le débiteur de la dette, c'est le donateur qui va se retrouver privé de l'immobilier et donc privé du gage du banquier. Et donc souvent, il faut attendre la fin du remboursement de la dette bancaire avant de transmettre son immobilier. Ce qui a un effet évidemment assez dramatique, parce que quand on attend la fin du remboursement de la dette bancaire et sur des prêts à long terme, on se retrouve avec un immobilier qui a pris de la valeur. Puis ensuite, le donateur, lui aussi, il a pris de l'âge, puisqu'il a attendu 20 ans. Donc, l'immobilier, ça fait 20 ans qu'il prend de la valeur. Ça fait 20 ans que le donateur putatif prend de l'âge. Et donc, on se retrouve avec un immobilier cher, un abattement pour donation de la nue propriété faible, puisque l'usufruitier est plus vieux, et puis aucune déduction de passif. C'est le principal problème de l'immobilier détenu en direct, parce que si l'immobilier était détenu via une société, cette société, elle reste débitrice de la dette bancaire. Le premier jour où la dette est conclue, l'immeuble est acheté, la société vaut 0, le donateur est jeune, j'ai une société qui vaut 0, je donne pour 0, et j'ai donné mon immobilier pour 0, avec une dette là-dedans. Le banquier n'y voit pas d'inconvénient, puisque l'immeuble est toujours détenu par le débiteur de la dette. Et donc évidemment, l'immeuble est transmis à sa descendance pour 0 versus quand c'est une détention directe pour un montant souvent très important. Voilà le principal avantage de la détention via une société pour la transmission d'immobilier. On a indiqué sur ce slide que la détention immobilière, la détention via une société de l'immeuble facilite la prise de décision, évite le partage de l'immeuble lorsqu'il y a plusieurs donataires, des enfants qui peuvent... L'indivision, absolument. C'est une transmission indirecte de l'usufruit des titres perçus, Louise. Tu vois, quand tu détiens ton immeuble en direct, pendant aussi longtemps que tu ne l'as pas transmis, ou même si tu restes usufruitier de cet immeuble que tu transmets la nue propriété, tu restes à recevoir les fruits. Tu restes à recevoir les loyers finalement. Mais ces loyers, c'est très bien, tu reçois tes loyers en tant que donateur, simplement ils t'enrichissent.
ils t'enrichissent ces loyers. Et quand tu fais une transmission, l'idée, c'est de s'appauvrir, parce que c'est évidemment d'anticiper une succession et de s'appauvrir. C'est donc un peu antinomique, parce qu'il finalement, à son décès, ce donateur, eh ben, il va voir s'éteindre l'usufruit au profit du donataire initial, mais il va falloir maintenant, dans la succession, traiter toute la somme accumulée des revenus qu'il a perçus toute sa vie durant sur cet immobilier qu'il croyait avoir transmis. Alors que si c'est en société, c'est la société qui encaisse les loyers, et cette société, elle conserve la somme algébrique des loyers encaissés, et au décès du donateur, l'usufruit de la société, les parts sociales s'éteint, et le donataire, devenu héritier, récupère une société qui a certes l'immobilier, mais aussi la somme algébrique des loyers encaissés dans son fort, et donc sans imposition complémentaire. Voilà l'autre avantage que j'aurais pu citer tout à l'heure de l'immobilier détenu en société. Sur l'immobilier, on fait souvent un démembrement de propriété. Parce que ça réduit la charge fiscale des héritiers, et ça permet à l'usufruitier, si c'est pas un actif frugifère, c'est-à-dire si c'est pas un actif qui génère des loyers, de continuer à l'user. C'est ce qu'on appelle l'usus et le fructus, les deux composantes de l'usufruit, l'usus et le fructus. Dans l'usus, c'est le droit d'utiliser le bien. Donc, donner un immeuble en upropriété, c'est-à-dire conserver finalement le droit d'en avoir l'économie, c'est-à-dire le droit de l'user, de l'utiliser, et donc aussi d'en avoir les fruits, c'est le fameux fructus. Et quels sont du coup les avantages de faire cela concrètement? C'est considérable, parce que vous défaites de la propriété, de la réelle propriété juridique, qui est... on utilise quelques latinismes, Louise, dans notre métier, mais tu le sais, la nue propriété en droit civil des biens, ça s'appelle l'abusus. Et on transmet l'abusus au donataire, ou à l'héritier, si c'est à cause de mort, ou au légataire, et donc on transmet la valeur, la réelle propriété du bien. D'accord ? Simplement, on a gardé en tant que donateur l'usage et les fruits du bien, l'usus et le fructus, ce fameux usufruit. Et donc, on a finalement gardé la substance qui est fondamentale pour une personne concernant un immeuble. C'est le droit de l'utiliser, le droit d'avoir ses loyers. On a conservé ça, et tout en l'ayant transmis. Et tout en sachant qu'à son décès, ce que l'on a conservé ne sera pas taxable, puisque l'usufruit, à son décès, il s'éteint. Et s'éteignant, eh bien, il n'est pas transmis, en fait. En droit français, en droit civil des biens, l'usufruit n'est pas transmis à l'héritier. L'usufruit s'éteint, parce qu'il est viager, il s'éteint avec la vie de l'usufruitier, et il se reconstitue dans le chef du nu propriétaire, et donc il n'y a pas de transmission taxable. C'est ça la beauté du démembrement de propriété, et donc la raison pour laquelle on fait beaucoup de démembrement de propriété dans les pays de droit civil comme la France. Et est-ce que, alors j'ai une question annexe, et on pourra y revenir plus tard, mais est-ce qu'il est possible de créer un démembrement sur un actif non générateur de revenus? Oui, tout à fait possible. Aucune difficulté. Tu vises... Alors si on parle, parce qu'on est dans le slide sur l'immobilier, en matière immobilière, c'est des actifs que les gens habitent. La résidence principale, la résidence secondaire, la résidence tertiaire, ou même tout simplement des actifs immobiliers qui sont des actifs en devenir, c'est-à-dire des actifs en devenir, des actifs bien réels, mais dont la valeur est en devenir. Par exemple, des terrains qui sont à bâtir, ou des terrains qui ne sont pas à bâtir, mais qui deviendront à bâtir. Évidemment, l'idée étant de transmettre le plus tôt possible des terrains quand ils ne sont pas encore à bâtir, puisqu'ils sont moins chers. Évidemment, s'ils deviennent à bâtir le jour où ils le deviennent et que la donation est faite, ce n'est qu'un avantage pour le donataire, et donc ce n'est pas taxable. Hein, c'est assez puissant, ces sujets-là, bien sûr.
Alors, un inconvénient malgré tout, quand on ne fait une donation qu'en nue propriété, c'est l'usufruitier qui reste redevable de l'impôt sur la fortune immobilière. Comme vous l'avez tous noté, cet impôt sur la fortune immobilière va potentiellement devenir l'impôt sur la fortune improductive, c'est-à-dire un impôt qui va conserver le même champ d'application que l'impôt sur la fortune immobilière, mais qui va intégrer en plus certains éléments de fortune financière et certains événements de fortune mobilière, en ce compris les œuvres d'art, à la différence de ce qui se faisait à l'époque pour l'ISF. Voilà, donc voilà ce slide. Alors, peut-être qu'on va passer assez vite sur l'OBO immobilier, Louise, parce que le temps passe. Mais on a quand même souvent des gens qui nous disent, écoutez, moi j'ai de l'immobilier, j'ai acheté de l'immobilier, je suis ravi, ou j'ai reçu de l'immobilier par voie de transmission par mes parents ou des collatéraux, mais je suis ruiné par cet immobilier parce que je touche des loyers, mais c'est taxé au revenu foncier. Au taux marginal, c'est 45%, peut-être même plus si on compte la contribution exceptionnelle. Puis on y ajoute les 17% de prélèvements sociaux, puis on y ajoute la taxe foncière, puis on y ajoute l'impôt sur la fortune immobilière, puis ensuite il faudra le transmettre. Enfin, je veux dire, c'est vrai que ça peut être ruineux et aboutir dans certains cas, et surtout si le contribuable a encore une dette bancaire à rembourser, en plus de tous ses impôts à payer, parce que évidemment la dette ne vient pas réduire l'impôt sur les revenus, l'impôt sur les prélèvements sociaux, ne vient pas réduire tout ça. Ce qui amène parfois certains contribuables à aboutir à ce que l'on appelle un ciseau foncier. C'est-à-dire qu'avoir un immobilier appauvrit le contribuable, puisque les loyers ne sont pas suffisants pour, payer la dette à la banque, 2, payer l'impôt sur le revenu foncier, les prélèvements sociaux, la taxe foncière, l'impôt sur la fortune immobilière. Et donc, on se retrouve dans des situations dans lesquelles les contribuables doivent parfois vendre l'immobilier à des tiers pour finalement finir de s'appauvrir. C'est une situation très fréquente dans notre pays, malheureusement, eu égard à la charge de l'impôt sur les immeubles. Et donc, voici, c'est l'OBO immobilier, une solution qui consiste à dire je vais réendetter toute cette affaire, je vais créer une société, je vais emprunter de l'argent et je vais vendre mes immeubles à cette société. Cette société étant assujettie à l'impôt sur les sociétés, elle va pouvoir bénéficier d'une assiette taxable amputée de l'amortissement de l'immeuble, donc beaucoup plus faible que ce qu'avait le contribuable lui-même quand il était à l'impôt sur le revenu. Et ensuite, évidemment, cette assiette sera imposée par application d'un taux, qui est le taux de l'impôt sur les sociétés, qui varie de 15 à 25%. Mais 15 sur une bonne partie de l'assiette, parce que à ce jour, c'est 42 500 euros, mais le législateur prévoit de porter ce seuil jusqu'à 100 000 euros dans la loi de finances pour 2026. Mais 100 000 euros, c'est pas rien, parce que c'est pas 100 000 euros de loyer, c'est 100 000 euros de loyer moins tous les frais et charges, moins l'amortissement de l'immeuble. Donc on peut se retrouver avec une assiette faible, un taux faible, et puis comme en plus on l'a endetté, on peut la transmettre à faible coût. Cet immeuble, on peut le transmettre à faible coût, cet immeuble, et tout ça, et en plus on peut bénéficier éventuellement d'une déduction de la dette pour les besoins de l'impôt sur la fortune immobilière. Tout ça validé il y a quelques mois par un tribunal, le tribunal judiciaire de Compiègne, de septembre 2025. Donc on a en OBO immobilier un avantage en matière de revenus fonciers, sur impôt sur la transmission, impôt sur la fortune immobilière, et parfois c'est une saine gestion que Louise tu pourrais dire bien sûr à tes clients, parce que cette saine gestion consiste à rééquilibrer le patrimoine des personnes souvent trop immobilier, et bien là en le rééquilibrant, en l'équilibrant, en faisant en le monétisant finalement, en faisant une partie financière, en le financiarisant. Voilà l'OBO immobilier. Ouais, c'est très intéressant comme stratégie, et je pense que il y a plusieurs slides dans la présentation, donc les personnes pourront en savoir un peu plus s'ils le souhaitent. Mais comme tu dis, le patrimoine des Français a tendance à être très exposé à l'immobilier, et ça vient du coup nécessairement avec des charges, et ça va permettre de venir diversifier le patrimoine et d'alourdir ces charges, comme tu mentionnais. Donc absolument. C'est très pertinent. Absolument, merci. Voilà, donc là, il y a quelques slides sur les exemples d'OBO immobilier. Je repasse sur celui d'avant, voilà, celui d'après.
Ce sont des slides qui détaillent, tout en le résumant, le mécanisme de BO Immobilier. Encore un slide avec les points d'attention. Évaluation fiable et incontestable du bien immobilier. Louise, c'est indispensable quand on fait une mutation d'immeuble, parce qu'évidemment, il ne s'agirait pas que l'administration nous explique que l'immeuble n'est pas vendu assez cher pour des questions de plus-value de cession, pour des questions de droit d'enregistrement, pour des questions d'émolument notariaux et de salaire, enfin, comment ça s'appelle, la contribution de sécurité immobilière, anciennement le salaire du conservateur. Des objectifs autres que principalement fiscaux, voici les points d'attention. Il ne faut pas faire ça dans un objectif purement fiscal, mais si l'objectif c'est la transmission, si l'objectif c'est la conservation du patrimoine alors qu'on était emprunt de ciseaux fonciers, voilà des objectifs autres que principalement fiscaux. Ils sont de transmission, ils sont économiques, ils sont de rééquilibrage du patrimoine. Voilà. Et donc, c'est une conclusion favorable pour l'OBO immobilier de notre point de vue, en tout cas du point de vue de moi-même, de mon équipe, du cabinet en général, et on fait beaucoup de ce type de dossier qui se passe très bien. Alors, je vais peut-être passer sur les actifs financiers parce que je voudrais aller je voudrais étudier les holdings LIS. Ok. Je pense que c'est un point important. Donc, je vais passer. On a quelques slides on pourrait y revenir après dans les questions, par exemple. On a quelques slides sur les actifs financiers, le quasi-usufruit, l'assurance vie, hein, avant 70 ans, après 70 ans, quels sont les droits qui s'appliquent spécifiquement sur les masses qui y figurent. Mais il y a un slide que je voudrais présenter, c'est le slide de la holding LIS. Pourquoi je voudrais le présenter? Parce que il a défrayé la chronique ces derniers jours. C'est un mécanisme qui consiste à organiser son patrimoine pour le transmettre dans les meilleures conditions possibles, tout en bénéficiant de la fiscalité sa vie durant la plus faible possible. Donc, c'est presque le meilleur des mondes parce que la holding, quand elle reçoit des produits financiers, elle est potentiellement pas taxable. Quand elle fait des plus-values de cession de titres, par exemple, elle n'est potentiellement pas taxable. Quand elle a des actifs immobiliers, eh bien son assiette, on l'a vu il y a un instant, est quasiment pas taxée, est très réduite. Le taux de l'IS en France, au taux supérieur pour ce type de société, est de 25%. Je ne parle pas des taux pour les entreprises qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes très loin de ce type de dispositif, s'agissant de holding patrimonial, bien sûr. Donc, tu vois, Louise, on est dans un schéma très, très favorable. Et ce type de holding, eh bien, il peut abriter pas seulement des actifs frugifères, il peut abriter des actifs de jouissance personnelle. Il suffirait que cette holding soit une société civile de patrimoine assujettie à l'impôt sur les sociétés pour pouvoir avoir ici la résidence principale, là la résidence secondaire, ou même des actifs financiers qui sont le résultat de ces placements. D'accord. Bon. Et donc, et de ses revenus. Pourquoi ça a défrayé la chronique? C'est parce que, évidemment, le législateur constate que c'est favorable. Et qu'il est possible, dans une holding, d'utiliser le patrimoine pour des besoins personnels. Des besoins personnels, en tout cas, pour un enrichissement indirect personnel. Et le législateur a décidé, il n'a pas décidé parce qu'en fait, ils n'ont pas voté la loi dans la nuit de vendredi à samedi, tu l'as vu, mais ils auraient décidé, en tout cas, ils avaient voté les amendements qui prévoyaient que les holdings qui avaient plus de 5 millions d'euros de patrimoine, d'actifs bruts, hein, donc de patrimoine brut, hein, je ne parle pas du patrimoine net, hein, du patrimoine brut, étaient taxables à hauteur de 20%, c'est un taux très important sur certains de ces actifs. Les actifs en question, c'est les actifs somptuaires, donc les yachts ou navires de plaisance, les véhicules terrestres à moteur, les œuvres d'art et le projet disait et les résidences qui sont même partiellement mises à disposition de l'associé.
les résidences, même partiellement mises à disposition de l'associé. Alors c'est évidemment assez problématique, parce que si vous avez votre résidence secondaire dans votre holding, qu'elle est partiellement mise à disposition, même totalement mise à disposition de vous, même à titre onéreux, avec un bail, ou évidemment il faut rémunérer cette mise à disposition, puisque la société est assujettie aux impôts commerciaux. C'est évidemment problématique. Donc j'attire l'attention de tes auditeurs, de nos auditeurs, que les holdings à ce stade doivent être prises avec précaution, et quand elles existent, ou quand on décide d'en créer, c'est peut-être pour des holdings qui ont moins de 5% d'actifs bruts, ou qui, si elles ont plus de 5% d'actifs bruts, ne contiennent pas les actifs que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire les yachts, les véhicules terrestres à moteur, les œuvres d'art et les résidences, même partiellement mises à disposition des associés. Voilà. Donc, alors une fois qu'on a dit ça, c'est un préalable, mais c'est un préalable fondamental. Eh bien, on voit que si cette holding a une filiale, eh bien, les remontées de dividendes de cette filiale, qui pourrait être une activité économique exercée par ton auditeur, sont exonérés d'impôts, quasiment exonérés. Et si un jour il vend cette société, eh bien, les plus-values qu'il réalisera, si on remplit des conditions assez simples, 2 ans de détention, plus de 5% du capital, sont elles aussi tout à fait partiellement exonérées, puisque le taux d'imposition effectif sur les remontées de dividendes, c'est 1%, puisque on est taxé à l'IS sur une quote-part de dividende égale à 5%, donc 25% de 5%, ça nous fait 1,25. Et sur, voilà, on a le calcul ici sur ce slide-là. Et alors là, ça c'est le dernier slide. Donc il n'y a pas le calcul sur le taux d'imposition des plus-values, mais le calcul sur le taux d'imposition des plus-values nous amènerait à 3% de taux effectif, puisque c'est 25% d'impôt sur une assiette de la plus-value de 12%. 25 de 12 égale 3. Voilà ce qu'on peut dire dans une holding à l'IS, c'est-à-dire abriter des activités économiques pour y engranger les fruits de cette activité économique, dividendes ou plus-value de cession, et y développer un patrimoine personnel dans un but de transmission, puisque l'idée, c'est très vite de transmettre cette holding à ses descendants, et tant qu'elle a sa filiale qui a une activité économique, d'opter pour le bénéfice du Dutreil. Et donc on transmet, Louise, une holding patrimoniale sous le bénéfice du pacte Dutreil. Voilà un exemple d'optimisation massif. Très clair, merci beaucoup. Dans les quelques minutes qui nous restent, est-ce que peut-être on pourrait, alors même si l'assurance vie est exclue de l'assiette des droits de succession, peut-être revenir rapidement là-dessus, et aussi peut-être toucher rapidement sur le démembrement de la clause bénéficiaire et quel est l'avantage de ce type d'action. Absolument. Alors tu me demandes de revenir en arrière. Tu as bien raison, Louise. T'en remercie. Et nous avons donc voilà, nous avons 2 slides sur l'assurance vie qui sont présentés ici. Donc le premier, c'est sur les impositions qui s'appliquent selon que les primes ont été versées avant ou après 70 ans dans les contrats d'assurance vie. Donc on voit ici sur ce slide que si les primes sont versées avant 70 ans, les bénéficiaires, chacun des bénéficiaires, je dis bien chacun des bénéficiaires, bénéficie d'une... tout le monde sait ce que c'est qu'un bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, c'est-à-dire une personne dénommée dans la clause bénéficiaire que tu mentionnais. Chaque personne nommée ou dénommée dans cette clause bénéficiaire, qu'elle soit descendant en ligne directe, collatéral ou tiers au souscripteur du contrat, bénéficie d'un abattement de 152 500 €. C'est quand même une somme très importante quand on sait que, en principe, si on nomme un tiers dans un testament, le taux d'imposition, c'est 60%. Donc là, c'est 0, puisque c'est 152 500 € gratuitement. Et pour la part qui excède 152 500 €, c'est 20%, ce qui est donc aussi assez faible, puisque ça va jusqu'à 700 000 €, alors qu'en ligne directe, rappelez-vous, les 20% allaient dans le barème que j'ai mentionné au tout début de la présentation, allaient jusqu'à 550 000 €. Et en plus, il commençait à 100 000 et pas à 152 000.
Et ça se cumule d'ailleurs avec le barème, avec l'abattement de 100 000 et le bon. Et 31,25 au-delà de 700 000 euros, ce qui est évidemment aussi un taux faible, puisque en ligne directe, le taux est de 45% au-dessus de 1 800 000 euros. Voilà. Alors, quand les sommes ont été versées après 70 ans, évidemment, il n'y a qu'un abattement de 30 500 euros et donc les sommes sont soumises au barème progressif pour la partie qui excède ces 30 500 euros. Et c'est pas 30 500 euros par bénéficiaire, c'est 30 000 euros par souscripteur. Donc là, vraiment, c'est vraiment très très faible, à la différence des 152 500 euros par bénéficiaire. Hein. Alors, pardon, les clauses bénéficiaires peuvent être démembrées, Louise. Et tu me souffles l'idée d'en parler. Parce que si les sommes sont démembrées, on peut tout à fait imaginer quelque chose qui suit. On pourrait dire, tiens, je suis souscripteur d'un contrat d'assurance vie et je voudrais, à mon décès, que mon conjoint profite de ces sommes. Alors je peux tout simplement dire, à mon décès, mon conjoint. Si je dis à mon décès mon conjoint, à mon décès, l'assureur va verser l'intégralité des sommes à mon conjoint. Et s'il verse l'intégralité des sommes à mon conjoint, évidemment, à son propre décès, il va bien falloir les intégrer dans le contrat d'assurance vie. Et si mon conjoint a hérité de moi après ses 70 ans, il ne pourra pas faire une assurance vie pour leur redonner les caractères exonérateurs qu'on vient de voir ici. Et c'est un cas fréquent du fait de l'allongement de la durée de vie des personnes. Et c'est heureux, les conjoints, ils héritent de leurs conjoints peut-être souvent après 70 ans. En tout cas, c'est un cas qui est assez, je dirais, assez normal, j'ose dire. Bon. Donc c'est dommage parce que si le conjoint avait hérité en dehors du contrat d'assurance vie, il aurait été aussi exonéré. Puisque les conjoints sont exonérés à cause de mort dans le droit français. Donc on a utilisé un contrat d'assurance vie pour transmettre quelque chose à son conjoint, mais qui de toute façon aurait été exonéré. Et en plus, ce conjoint-là, il ne peut plus faire d'assurance vie parce qu'il est trop vieux. Et donc, finalement, une somme qui était en assurance vie avant ses 70 ans redevient pleinement taxable. C'est incroyable, mais c'est la vie. Et ce que permet la clause bénéficiaire, c'est ce qui suit. C'est de dire, je vais, dans mon contrat d'assurance vie, instituer comme bénéficiaire mes enfants en nue propriété, mon conjoint en usufruit. Et donc, l'assureur, quand il va payer la somme, il va la payer de façon, je dirais, il va la payer à titre sur le plan purement financier au conjoint, puisque le conjoint est usufruitier d'une somme d'argent et en sa qualité d'usufruitier de somme d'argent, il va bien devoir la percevoir, puisqu'il aura l'usage et les fruits de cette somme d'argent. Il faut donc bien qu'il l'ait sur un compte, ce qu'on appelle le quasi-usufruit. Bon. Donc l'assureur le paye au conjoint, mais les nus propriétaires en sont nus propriétaires. Donc il y a une convention de quasi-usufruit évidemment à mettre en place concomitamment au décès et au versement de ces sommes au conjoint, mais au décès du conjoint, l'usufruit de cette somme d'argent s'éteint. Et si elle s'éteint au profit de qui? Du nu propriétaire, les enfants sans droit. Donc le démembrement de propriété permet de résoudre la difficulté qu'on évoquait. Plutôt le démembrement de la clause bénéficiaire permet de résoudre la difficulté qu'on évoquait, puisque ça permet aux enfants de bénéficier de la somme qui était en contrat d'assurance vie sans préjudicier à la capacité du conjoint de l'utiliser sa vie durant s'il en avait besoin pour les vieux jours, la dépendance et autre chose de ce genre. Très intéressant. Voilà, Louise. Et sur les contrats d'assurance vie, est-ce qu'il n'y a pas une limite imposée qui est pas forcément, qui serait pas de la loi, mais peut-être de la jurisprudence par rapport au montant du patrimoine qu'on peut avoir sur des contrats d'assurance vie? Tu me précèdes. Tu me précèdes, Louise. Comme d'habitude, j'ose dire. Alors, voyez voilà, prime dans ce slide, il y a un cadre qui s'appelle prime manifestement exagérée. Certains assurés, certains contribuables se disent tiens, je vais massivement souscrire un contrat d'assurance vie, puisque comme ce contrat d'assurance vie il sort de mon actif successoral, eh bien je vais soumettre cet actif successoral au régime d'assurance vie plus favorable et évidemment voir mon actif successoral minoré et donc mes impositions ou les impositions pour mes héritiers ou légataires
minorée. C'est sous réserve, bien sûr, de l'abus de droit, c'est sous réserve que les primes ne soient pas manifestement exagérées. Il y a de la jurisprudence qui détermine si un contribuable peut faire autant de contrats d'assurance vie. En général, les contrats d'assurance vie ne doivent pas excéder, en jurisprudence, ça dépend des cas, ça dépend des montants, ça dépend des fortunes, ça dépend des périodes, ça dépend de plein de choses, mais souvent on dit de l'ordre d'un tiers de la fortune. Il faudra adapter ce tiers en fonction des situations personnelles, mais disons un tiers. Et donc, tant que vous n'atteignez pas ce seuil dans votre fortune, vous pouvez bénéficier du régime d'assurance vie. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Merci. Je vais maintenant regarder les questions parce qu'on en a reçu un certain nombre. Je commence sur les questions sur l'assurance vie, vu que c'est le sujet sur lequel on était. On a Pierre qui nous demande sur le démembrement de la clause bénéficiaire, est-ce qu'il est particulièrement pertinent quand le souscripteur a moins de 70 ans ou on peut le faire aussi après? On peut démembrer les clauses bénéficiaires après les 70 ans. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est verser les primes après 70 ans. Donc on peut démembrer les clauses bénéficiaires à tout moment, avant ou après 70 ans. Mais c'est sûr que ce qu'il faut regarder, c'est plutôt l'âge du conjoint survivant. Si j'ai plus de 70 ans, mais que j'ai un conjoint qui a 20 ans de moins, il se peut que lorsque je décède, cette personne n'aura pas atteint ses 70 ans. Et donc, le démembrement a peut-être moins de sens. Le démembrement de la clause bénéficiaire a peut-être moins de sens parce que cette personne, ce conjoint, aura le temps de reconstituer un contrat d'assurance vie avant ses 70 ans pour bénéficier à nouveau du régime de l'assurance vie. Donc voilà, c'est un peu ça que c'est pas vraiment l'âge du souscripteur, mais c'est l'âge du conjoint survivant qu'il faut regarder. Parfait. On a une autre question de monsieur Schlumberger que je vais prendre du coup. La question est, un contrat d'assurance vie peut-il être constitué d'actifs financiers? La réponse est oui. Oui. Et donc, par exemple, chez Ramify, on a des contrats d'assurance vie qu'on propose qui ont des actions, des obligations, du fonds euro, du private equity, des SCPI. Donc, on peut loger les actifs financiers qu'on souhaite au sein du contrat d'assurance vie. Tout à fait. Alors, si on passe, on a un certain nombre de questions qui sont un peu des cas pratiques, où chacun pose sa question. Il y a une question par rapport aux donations. Si la personne qui fait la donation décède avant la fin des 15 ans, est-ce que les sommes passent dans la succession ou non? Répète-moi la question, je pourrais. Si la personne décède avant la fin des 15 ans, est-ce que les sommes passent dans la succession? Non. Absolument. Enfin, elles passent pas dans la succession. Elles sont définitivement. C'est une question intéressante parce que ça s'appelle le rapport fiscal. Mais je l'aurais pas posé comme ça. Mais disons que la donation n'est pas retaxée. On n'annule pas la donation pour la remettre dans la succession. Donc la réponse est non techniquement à cette question. Mais c'est pas suffisant de répondre non. Ce qu'il faut répondre, c'est que c'est non, mais pour les besoins de l'abattement de 100 000 € et de la consommation du barème progressif, on repartira de l'endroit où on s'était arrêté à la donation pour taxer complémentairement, pour taxer la succession. Pas complémentaire, pour taxer la succession. Donc s'il y a moins de 15 ans, on a consommé l'abattement de 100 000 pour faire une donation, on n'en bénéficie plus pour la succession. Par contre, si la succession intervient plus de 15 ans et un jour après la donation, on repart à zéro. Voilà. Très clair. Et monsieur Delmas, du coup, a une question sur la succession. Ses enfants sont décédés, seuls héritiers, et il a choisi un héritier avec lequel il n'a pas de lien de parenté. Quelles sont les optimisations qu'il peut faire pour éviter que l'État prenne 60% sur... Il peut malheureusement, alors il peut faire, s'il a moins de 70 ans, un contrat d'assurance vie, jusqu'à 152 500 €, puis au-delà, c'est 20%, puis 31,25. Bon, ça, c'est quand même un point fondamental. Donc, c'est pas 60, c'est des impôts, mais qui sont très faibles eu égard au caractère tiers de cette personne. Et puis, il peut faire des donations en nue propriété. Il peut faire des donations en nue propriété, ça dépend de son âge. Si monsieur Delmas à moins de 61 ans,
la donation en nue propriété est taxée sur 50% de sa valeur. S'il a moins de 71, c'est 60. S'il a moins de 80, c'est 70. S'il a moins de 91, c'est 80%. Mais c'est quand même moins que... Donc ça fait, si c'est 70%, admettons, c'est 70% de 60%, ça fait que 42% d'impôts. Puis, si M. Delmas n'a vraiment plus d'héritier en ligne directe et qui prend à sa charge les 42 000 euros, eh bien, la somme qu'il transmettra à ce tiers sera finalement... son actif successoral sera amputé des 42 000 euros et donc sera amputé de l'impôt de 60% sur ces 42 000 euros. Vous voyez, donc évidemment, assurance vie, donation en démembrement le plus jeune possible et prise en charge par le donateur des droits de donation. Merci, très clair pour ces trois stratégies d'optimisation. On a un autre exemple qui est plus lié à la valorisation de biens immobiliers. Donc, dans le cas où on a une donation de maison à des héritiers et un des héritiers décède avant le dernier parent, est-ce qu'il y a une nouvelle estimation de la valeur du bien qui doit être effectuée ou non? Alors, s'il décède avant le dernier parent, souvent les donations prévoient ce qu'on appelle une clause de retour, on appelle le droit de retour, qui est prévu dans les actes authentiques. Alors, je suis pas notaire et donc je voudrais pas dire de bêtises, mais ce n'est pas une clause obligatoire dans les actes de donation, mais elles sont simplement mises un peu par habitude par les notaires, puisqu'il s'agit de clauses qui figurent dans les modèles. Alors, je crois que pour être plus précis, elles y figurent lorsque le donataire, donc l'enfant, ne s'est pas remarié. Si l'enfant s'est remarié, à ce moment-là, le droit de retour ne s'applique pas. Le parent ne récupère pas la part donnée, ça va au conjoint survivant, l'espèce. Et plus encore, si l'enfant décède avant, mais qu'il s'est soit remarié, soit qu'il a ses propres enfants, ça va aux enfants. Donc à ce moment-là, si le droit de retour ne s'applique pas, mais qu'il y a une transmission au conjoint survivant ou aux enfants de ce défunt enfant du donateur, si je comprends bien, eh bien, oui, on réévalue l'actif puisque c'est une nouvelle transmission. Donc, on fait l'évaluation de ce qui figure dans l'actif successoral de cette personne. Voilà, très clair. Une question plus simple, parce que la réponse, j'imagine, tu n'auras qu'une moyenne. Combien de temps peut durer une succession ? Une succession en droit français, quand le défunt est français, elle dure au maximum 6 mois. Quand le défunt est étranger, donc résident à l'étranger, ça veut pas dire de nationalité étrangère. Étranger en droit fiscal, ça veut dire de résidence fiscale étrangère, peut être français résident à l'étranger, et de 12 mois. C'est le délai maximal fixé par la loi pour rédiger, déposer la déclaration de succession et payer les droits. C'est court. C'est très court et souvent on dépasse ce délai. Alors, les éléments, on dépasse ce délai quand les actifs sont difficiles à évaluer, ne sont pas tous connus, lorsqu'il y a des difficultés juridiques sur tel ou tel actif. Mais souvent, ce qui est derrière cette question, Louise, c'est pas le traitement de la succession en termes de droit de succession proprement dit, c'est le traitement du partage des actifs successoraux entre les héritiers. Et ça peut prendre quelques mois, quelques semaines, quelques années, si les gens s'entendent bien, et c'est quand même la majorité des cas, mais ça peut prendre des décennies si les gens s'entendent mal. Et ce partage ne jamais s'opérer. Parfois, parce que les enfants du défunt ne se mettent pas d'accord sur qui prend quel actif, quelle est la valeur de cet actif que tu prends par rapport à ce que je prends, et donc tu es avantagé, je suis désavantagé. Enfin, c'est tous ces sujets, de partage. Alors, ces sujets de partage, ils peuvent se régler en amont, justement par la donation. Partage. La donation partage, on parle de donation parce qu'on fait du droit fiscal, mais si on devait faire du droit notarial dans ce webinaire, on peut en faire, on serait ravis. Si on faisait du droit notarial, on parlerait de donation simple ou de donation partage. Et la donation partage est une façon de partager les actifs sans capacité. Ensuite, pour les héritiers, de remettre en cause le partage opéré du chef du donateur, et accepté par eux d'ailleurs dans le cas de la donation. Et donc, c'est un des éléments, on appelle ça un élément de paix dans les familles.
C'est-à-dire que vous faites les donations, elles sont partage. Bon, bah, les biens ont évolué de façon différenciée éventuellement, mais c'est comme ça. Oui. Tout le monde l'a accepté à un moment donné et on n'y revient pas. Et puis si quelqu'un veut y revenir, bah, tant pis pour lui parce qu'il n'a pas le droit. Et donc c'est un élément de paix, élément de paix dans les familles. Voilà. Ça, c'est sûr. Et, si on revient sur l'assurance vie et la clause démembrée, est-ce qu'il est possible de donner la nue propriété aux petits-enfants et l'usufruit aux enfants? Oui. Ou... Très bien. Et sinon, il y avait du coup une clause de renonciation. Oui. Une clause de renonciation, mais ça, c'est pas dans les contrats d'assurance vie. C'est dans les... c'est la... Je peux finir la question. Ou faire une clause de renonciation pour que les enfants choisissent de renoncer à la nue propriété au moment de la succession de leurs parents détenteurs de l'assurance vie. C'est-à-dire que, en fait, c'était... Là, étant donné qu'on peut donner la nue propriété aux petits-enfants et l'usufruit aux enfants, il n'y a plus de besoin de faire le deuxième élément. Non, parce que sinon, effectivement, bon, ça, c'est comme on peut donner les assurances vie dans les clauses bénéficiaires, par le biais des clauses bénéficiaires à quiconque. Je veux dire, à des tiers. Les assurances vie sont souvent utilisées parfois pour gratifier. Une personne âgée veut gratifier la personne qui l'a accompagné jusqu'à son décès. Tel aidant, tel soignant, tel... Voilà. Bon, ça se voit, ce type de choses. Et donc, la réponse est clairement oui. On peut désigner dans une clause bénéficiaire un petit enfant, un enfant en nue propriété, en usufruit, en pleine propriété, comme on veut. C'est pas une difficulté. En revanche, on ne peut pas faire renoncer par anticipation un bénéficiaire de clause d'assurance vie. Très clair. Une autre question sur les donations à ses enfants d'un bien immobilier. Est-ce qu'il est possible d'en faire une lorsque le crédit immobilier n'est pas encore soldé? Oui, alors on en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est un point. La réponse est en principe non. Enfin, les contrats de prêt ne prévoient jamais que c'est possible. En revanche, les banques peuvent être ouvertes à une négociation sur ce sujet. Il faut aller les voir avant de donner, parce que si on y va pas, à l'occasion de l'acte, le notaire remboursera obligatoirement ou demandera à ce que le prêt soit remboursé, puisque par définition, si en plus il y a une garantie hypothécaire, ça sera même impossible de donner le bien immobilier. Le notaire, il ne sera pas autorisé, tout simplement, parce que le registre de la publicité foncière ne lui permet pas de le faire. Bon. Simplement, les banques peuvent être ouvertes à une négociation, mais il faut, mais je vais répondre encore mieux à la question parce que je me rends compte en répondant que je ne réponds pas. En fait, d'abord, je veux dire, c'est possible de donner une autre garantie à la banque. J'ai un autre actif que je garde, donc je donne une hypothèque sur cet autre actif. J'ai un assurance vie que je nantis au profit de la banque. Je donne une caution personnelle. Je trouve une idée à la banque. Mais de toute façon, la donation porte dans ce cas que sur un actif, pas sur un actif moins la dette. Donc on ne donne jamais une dette, on ne donne jamais un actif net de dette, sauf en société, bien sûr, puisqu'on donne des choses qui sont des actifs, mais les actifs c'est des parts, et les parts elles comprennent l'actif et le passif. Donc la réponse à la question, si je voulais aller jusqu'au bout, c'est en fait non. Même si la banque était d'accord, on ne donnerait pas le passif. Très clair, merci beaucoup. On va avoir le temps pour une dernière question de Madame Pérez. Donc, dans le cadre d'un bien immobilier propriété d'une société qui génère des gains, est-ce que toute la plus-value qui est purgée, est-ce que c'est toute la plus-value qui est purgée s'il y a une donation en amont ou c'est au prorata de l'abattement qui a pu être fait? Si on donne une société? Oui. Si on donne une société. Alors, non, c'est au prorata de l'abattement qui a pu être fait. C'est-à-dire qu'en l'espèce, donc je pense qu'elle parle de l'abattement pour démembrement de propriété. Si on donne simplement la nue propriété et que le donateur se réserve l'usufruit et que l'on vend ensuite l'usufruit pour sa quote-part d'usufruit et le nu propriétaire pour sa nue propriété vend les titres de la société donnée, l'usufruitier. Alors, il y a des différentes situations parce que soit on répartit le prix de vente en pleine propriété. On dit, toi, usufruitier, tu vas recevoir la pleine propriété du prix à hauteur de ta valeur de l'usufruit. Ce qui est un peu dommage de faire ça, parce qu'en réalité, on rompt le démembrement. On se retrouve avec une pleine propriété alors qu'on avait démembré son actif. Donc, il faut le redonner après.
Donc, en fait, autant pas faire ça. Dans ce cas-là, chacun paye sa plus-value. Donc, évidemment, le nu propriétaire est purgé, l'usufruitier paye sur sa quote-part. Si c'est un quasi-usufruit qui est stipulé, c'est-à-dire si l'intégralité du prix va dans le chef de l'usufruitier sous réserve de la restitution de cette somme à son propre décès dans le cadre d'un quasi-usufruit, à ce moment-là, c'est l'usufruitier qui paye la plus-value, y compris du nu propriétaire si, depuis la donation, les parts avaient pris de la valeur. Donc, des situations complexes. Et je crois qu'on peut s'arrêter là sur les situations. Donc en fait, je réponds bien à la question. Non, la donation d'une nue propriété seulement ne purge pas la plus-value de l'usufruitier, mais cette plus-value peut être soit répartie entre les deux personnes s'il y a une répartition du prix, soit uniquement sur le chef de l'usufruitier si c'est un quasi-usufruit. Parfait. Merci beaucoup, maître, pour cette présentation et surtout le partage de votre expertise qui est particulièrement pertinente étant donné le contexte politique dans lequel on est actuellement. Merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Comme vous le savez, on est dans une période importante pour vos stratégies d'optimisation fiscale. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à prendre rendez-vous avec des conseillers Ramify qui sauront vous accompagner. Et comme mentionné au début, pour nos clients Black, nous avons cet accompagnement d'experts personnalisé avec le travail de maître message en particulier. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous. Merci Louise, merci à Ramify, merci à tous.